Bonjour. Vous m'avez souvent posé cette question de savoir comment pouvait-on avoir un type de comportement. Comment ce comportement pouvait arriver jusqu'à nous et qu'est-ce qui faisait que nous allions donc en effet le porter en nous. Vous m'avez posé cette question parfois en conférence, parfois lors de consultations ou de rencontres tout simplement. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mon expérience, ce que j'ai pu apprendre, mon idée de ce comportement et peut-être la façon dont on pouvait le changer. Alors je vous présente et je vous propose donc une suite de vidéos qui va s'intituler donc le comportement. Vidéos au cours desquelles je vais échanger avec vous, vous présenter une partie de mon travail, de mes réflexions, et puis bien évidemment ce que j'ai pu apprendre au cours de ma vie. Alors qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Bien ce comportement, on pourrait dire déjà qu'il vient du passé, d'un passé parfois très lointain. De nombreuses études aujourd'hui nous invitent à comprendre que nous arrivons sur Terre avec une partie d'ADN psychologique qui appartiendrait à nos parents, qui appartiendrait aussi à une partie de l'humanité, puisque si on reprend le concept de Jung, nous portons en nous l'inconscient collectif. Ce fameux inconscient collectif qui nous fait parfois découvrir ce que nous appelons l'intuition, mais nous y reviendrons bien plus tard. Alors si vous le voulez bien, nous allons arriver simplement à notre naissance. Donc lorsque nous arrivons sur Terre, nous portons en nous une partie de notre ADN psychologique, donc qui provient de nos parents, de nos grands-parents, de l'histoire de nos familles. Ce que aujourd'hui la psychologie transgénérationnelle arrive à décrypter. Eh bien, cet ADN psychologique de nos parents, de nos grands-parents, nous allons lui donner un autre goût. Nous allons l'agrémenter de notre propre histoire. Notre propre histoire, elle va se fondre autour de ce que nos parents vont nous inviter à découvrir. Alors comment nos parents vont nous inviter à découvrir quelque chose ? Imaginez simplement, redevenez à l'état d'enfant, de bébé. Et ce bébé, cet enfant, va découvrir autour de lui une ou deux personnes. La plupart du temps, ses parents ou des personnes qui vont l'éduquer, l'élever. Et ces personnes vont comprendre tout en parlant une autre langue. Le bébé va se mettre à pleurer et puis soudain, ces deux adultes vont comprendre qu'il a froid, qu'il a peur, qu'il a faim, qu'il est sale, qu'il a perdu quelque chose. Et de cette façon-là, l'enfant va donc adorer, dans le sens de divinité, ces deux personnes. Et puisque ces deux personnes arrivent à régler tous ces problèmes, il va donc leur attribuer des capacités. Et donc, observer attentivement le comportement de ces deux personnes. Et puis, cet enfant qui va grandir va commencer à analyser de façon plus fine le comportement de ses parents. Et va se créer une sorte de mimétisme. Pourquoi un mimétisme ? Parce que n'oubliez pas, ce sont les personnes les plus importantes de sa vie. Alors il va capter, sans éthiquement ni moralement donner une conscience, c'est-à-dire sans dire cela c'est bien, cela c'est mal, il va capter les moindres mouvements et puis il va essayer de les reproduire, tout en cherchant à se faire aimer de ses deux parents, ce qui est la logique. La logique fait que nous avons tous besoin d'être aimés. Et cet enfant qui va chercher à être aimé par ses deux parents, eh bien cet enfant en fait va essayer de se faire aimer par celui qui manifeste le moins de signes de reconnaissance. Alors ce parent, ou cet être qui va manifester le moindre signe de reconnaissance, eh bien l'enfant va y passer beaucoup plus de temps, dans l'analyse. Et puis il va essayer donc de reproduire, puisque si toutefois cet être qu'il a du mal à décrypter est un être important pour lui, il va donc penser que la façon de se comporter est une bonne façon de se comporter. Alors il va s'attribuer lui-même le comportement. Et puis, il va grandir cet enfant. Il va rencontrer un milieu scolaire, il va rencontrer des amis. Il va se concevoir lui-même, se construire lui-même. Il va créer donc une attitude particulière qui sera venue du fait qu'il voudra être différent. C'est-à-dire qu'il voudra être finalement aimé pour ce qu'il est. Alors il va trouver une habitude peut-être de rébellion, peut-être d'adaptation permanente, c'est-à-dire pouvoir donner exactement la bonne réponse, celle qu'on attend de lui. Alors là, il va essayer d'être dans la perfection.
Il va peut-être également essayer d'être le malin, c'est-à-dire parfois le menteur. Le mensonge va faire partie aussi d'une des clés de la reconnaissance, celle que va chercher cet enfant. Et puis ensuite, il va emmener tout cela dans son monde d'adulte. Et puis là, les problèmes vont commencer à venir, puisque eh bien, ces comportements, comme vous l'avez compris, ne viennent pas forcément de ce fameux moi, mais plutôt de son environnement. Ce conditionnement des médias, il a une origine. Cette origine sociologique vient du fait que nous avons un besoin quasi naturel de vérifier que notre situation n'est pas la pire et que nous avons en face de nous des gens qui vont davantage souffrir, qui vont mourir, qui vont perdre leur travail et tout un tas d'autres soucis qui va quelque part nous rassurer. Alors sociologiquement, donc, les médias ont compris que plus nous allons dans ce sens et plus ils avaient de l'audience. Et plus il y a de l'audience, plus la page de publicité peut être vendue cher, et plus elle est vendue cher, plus l'argent peut rentrer. Alors voilà le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce conditionnement permanent. Alors, simplement pour se recadrer, donc nous arrivons sur Terre avec une partie d'un ADN psychologique. Nous sommes, entre guillemets, conditionnés par le comportement de nos parents, inconscients, il n'y a aucune volonté, aucune intention de mal faire. Notre moi va essayer de se débattre dans tout cela. Et puis ensuite, l'environnement proche va jouer un rôle important. Les médias vont être là. L'information, je dirais, dans sa globalité. Et puis, eh bien, nous allons passer notre temps à réfléchir non pas avec notre capacité à créer, mais avec notre mémoire. Imaginez simplement que notre mémoire soit un cube dans lequel une petite lumière scintillante s'agite en permanence et essaye de rentrer, ou plutôt de trouver un tiroir dans lequel figurerait un dossier. Ce dossier, c'est simplement la réponse que vous devez donner à un instant présent. Eh bien, cette réponse, c'est une réponse qui vient de votre mémoire. Et donc forcément, eh bien, nous répétons souvent, systématiquement les mêmes choses. Et lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, ou à des moments douloureux de notre vie, ou simplement peut-être des moments de notre quotidien, eh bien, sans nous apercevoir, eh bien, nous recréons les mêmes choses, en permanence. Voilà le travail du conditionnement. Voilà le travail du conditionnement où nous passons une grande partie de notre vie à regretter le passé, à avoir peur du futur. En fait, nous passons une grande partie de notre vie à regretter ce qui n'existe plus et à avoir peur de ce qui n'existe pas. Une des solutions pour pouvoir se désencombrer de ce conditionnement, c'est de comprendre ce qu'est l'instant présent. La souffrance ne vient pas de la réalité des choses. La souffrance provient la plupart du temps de notre incapacité à la recevoir, c'est-à-dire notre résistance. Plus nous résistons à la réalité, plus nous souffrons. La plupart du temps, nous ne souffrons pas des émotions que nous percevons, mais du refus de nos émotions. Une fois que nous acceptons et nous accueillons nos émotions, eh bien nous pouvons les comprendre, les gérer, les digérer, et ensuite mieux vivre avec eux et avec elles. Comme vous l'avez compris, l'instant présent est une possibilité de se reconnecter à notre moi. Il y a cette façon de se reconnecter à notre moi que nous allons appeler, si vous le voulez bien, l'attention. Cette flamme de l'attention. C'est-à-dire prendre conscience avec tous nos sens que nous sommes présents. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût même parfois. Et c'est ça, être dans l'attention, être particulièrement là et être avec l'autre, porter toute son attention sur l'autre et sur nous-mêmes, sans être en projection, sans être en interprétation, sans être dans un regret de ce qui a pu se passer. Vous l'avez peut-être remarqué, lorsque nous sommes au restaurant, eh bien, une des premières choses que nous disons dans un restaurant,
c'est « te souviens-tu » lorsque nous étions dans un autre restaurant, comme nous avons bien mangé. Eh bien cette phrase signifie simplement que nous ne sommes pas là, que nous avons besoin de systèmes de comparaison pour être, pour dire, pour créer, pour poser une relation. Alors maintenant, simplement, tentons d'aller un peu plus loin. Et lorsque nous sommes quelque part, soyons pleinement là. Lorsque nous sommes avec quelqu'un, soyons pleinement avec l'autre. Et portons en nous cette flamme de l'attention. L'idée maîtresse est de pouvoir se déconditionner. Se déconditionner, ça signifie enlever nos masques. Les masques que nous avons pris dès l'enfance ou plus tard dans l'adolescence, pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir ne pas transmettre et laisser transparaître nos émotions. En enlevant ces masques, nous pouvons donner la possibilité de devenir ce que nous sommes, au plus profond de nous. Alors, une fois ce masque tombé, eh bien c'est la sincérité, c'est-à-dire notre propre vérité, ce qui va enfin nous appartenir, qui va demeurer en nous. Et c'est tout ce travail de toute une vie parfois, que nous avons à réussir.